direct des studios de la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Bienvenue à E égale RG2, un podcast où on parle de bande dessinée et de Tintin. Mon nom est François Angers, je suis accompagné de Guillaume Plante et Olivier Morissette. Bonsoir François. Allô François, allô Olivier. Mes deux collègues habituels. Et ce soir, aujourd'hui exceptionnellement, on a une invitée avec nous, Tania Beaumont. Salut Tania. Allô, merci de me recevoir. Ben écoute, ça nous fait extrêmement plaisir de rajouter une voix féminine dans l'émission. Ben oui, ça manque sinon. Donc je suis bien contente d'être là. Alors ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on va parler de nos coups de cœur bande dessinée de l'année. On a fait cet épisode-là à quelques reprises à la fin de l'année de chacune des saisons. Et là, vous vous demandez peut-être comment ça se fait que ça fait depuis avril 2022 qu'on n'a pas entendu de nouveaux épisodes de Égal RG2. Eh bien, c'est que, voyez-vous, on a enregistré une saison complète l'an dernier dans la recherche du Tintin perdu, notre série à la recherche du Tintin perdu, où on cherchait Tintin dans la Bible, dans 12 livres de la Bible. On a enregistré les épisodes sur un instrument qu'on appelle un goniomètre. Et ça, Guillaume, qu'est-ce qu'un goniomètre? Le goniomètre, ça sert à mesurer les gonios, François. Malheureusement, on avait branché le goniomètre dans le port USB de l'ordinateur. Et si vous avez un Mac, malheureusement, on a oublié de l'éjecter avant de le débrancher. Donc, on a perdu une saison complète à la recherche du Tintin perdu. On n'a pas fait notre petit right-click pour cliquer, sélectionner, éjecter le périphérique sécuritairement. Alors, on l'a vraiment extirpé dangereusement du Mac. Fait que, malheureusement, E égale RG2 ne verra jamais le jour. Malheureusement. On a joué avec le feu, puis ben on a été punis. Hein? On aurait dû jouer de prudence. Avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, on s'en sort quand même. On s'en tire à bon compte. Fait que c'est ça. Fait qu'on quand on a rebranché le goniomètre, on a vu que tous les fichiers étaient malheureusement corrompus. Et donc, voilà, pas de saison. Mais là, s'ils sont corrompus, c'est sur la Bible. Pourquoi vous l'avez pas mis dans l'eau bénite? Ils se corrompent pas? Ah! J'ai pas fait mon autre Pâques cette année. Ah! Ben écoute, c'est pas grave. Puis peut-être qu'un jour, on pourrait peut-être réenregistrer ça s'il y a de la demande. Fais attention à ce que tu demandes. Hein? On a quand même des fans. Excusez, vous avez quand même des fans qui sont très intenses. Donc, voilà, malheureusement, pas de E égale RG2, malheureusement. Quand même, on est là. On a trouvé du temps pour enregistrer ce nouvel épisode de nos coups de cœur. Et évidemment, vous comprendrez bien qu'avec le bris de ce goniomètre, il faut s'en racheter un. Et c'est pourquoi on a des commanditaires ici à E égale RG2. Et donc, ça me permet de vous dire que cet épisode est une présentation de Tintinder. Vous avez la matraque molle. Les seules boules que vous avez vues dernièrement sont en cristal. Ne laissez pas votre cœur se transformer en île noire avec Tintinder, la nouvelle application pour de sapristi de belles rencontres depuis plus de 40 ans. Trouvez votre étoile mystérieuse grâce à la technologie révolutionnaire du professeur Tournesol, le Trifonium Swipotron. Préparez-vous à vivre 1000 millions de 1000 blind dates. Avec Tintinder, dites adieu aux soirées en solitaire avec votre sceptre d'autocar et dites bonjour aux bisous de la Castafiore. Faites-nous confiance, chaque bachibouzouk trouve son moule à gaufre. Et par le Temple du Sommeil. Utilisez le code promo PACHACAMAC jusqu'au 20 janvier et obtenez 15% de rabais sur tous nos matelas et sommiers. Le Temple du Sommeil, quand le lama est fatigué, il crash dans nos matelas. C'est important ce qu'on fait. Alors merci encore une fois, hein? C'est très important. Et merci encore une fois à tous nos commanditaires qui nous permettent de continuer comme ça, de vous amuser et également de vous informer. On parlait au début de l'émission de la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Eh bien, il y a eu des développements à ce sujet-là. Si vous vous souvenez, dans les derniers épisodes, il y a de nombreuses inondations en Beauce, à Beauceville plus particulièrement. Et la dernière inondation à Beauceville, c'est que l'eau s'est jamais retirée. Il y a eu des inondations, donc l'eau a inondé par-dessus l'inondation. Et ce qui fait que maintenant, l'Université du Québec à Beauceville est complètement sous l'eau. Comme dans la série française de zombies, là, où il y avait celle-là, là, je me souviens plus du nom, Les Revenants. Ce qui fait que maintenant, Olivier, toi, on t'a réaffecté à Chicoutimi. Donc, tu es maintenant responsable de la chaire de recherche sur le campus de l'Université du Québec à Beauceville, à Chicoutimi, l'UQABAC.
Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Tintin à Chicoutimi, là? Ça va très bien. La tintinoludie est très vivante. On a des rencontres quotidiennes. Tout avance très bien. Puis, hein, vous le savez, par peur des inondations, ben, on a maintenant relocalisé notre nouveau goniomètre. Là. Puis là, ben, on est sûr de ne pas avoir d'inondation. Il est présentement sur les monts Valin. Donc là, à peu près 900 mètres d'altitude, le goniomètre là, ne devrait pas subir d'inondation dans la prochaine décennie, là, voire la prochaine centaine d'années. Es-tu dans la vallée des fantômes? Oui, d'ailleurs, il est magnifique présentement, entouré de neige, on dirait un gros marshmallow. Ça doit être féerique. Il mesure les gognos. Hey, soit dit en passant, moi j'habitais à Chicoutimi dans les années 80 et il y avait eu une exposition qui s'était donc déplacée à Chicoutimi sur Tintin. Ça avait quand même fait assez jaser à l'époque. Et j'avais acheté une pin, une épinglette du professeur Tournesol et que j'ai jamais retrouvé une fois arrivé à Québec. Donc, si jamais vous êtes dans le secteur Rivière-du-Moulin, puis vous retrouvez comme ma pin du professeur Tournesol, ben en tout cas, écris-moi. Oui, c'est bon. J'irai prendre une petite marche. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous faites des recherches dans ce coin-là, parfois, de l'archéologie tintinoludique. Oui, puis ce sera le prochain site là, qu'on ira visiter. OK, parfait. Donc, merci beaucoup. Peut-être que dans 2000 ans, quand les bombes vont péter, puis ils vont fouiller les ruines de l'Amérique du Nord, tout ce qu'ils vont trouver de notre civilisation, c'est une vieille pine défraîchie du professeur Tournesol. Les questions qu'on va se poser. Tant de questions sans réponse. C'était le petit professeur Tournesol avec son pendule. Là. Bien sûr. Imagine s'ils trouvent ça, puis les utopies restantes de égale clergé 2. Oh! On s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passait-il il y a 2000 ans? Le goniomètre va avoir éjecté complètement des données qui vont s'être genre imprégnées dans la Terre. Justement, Olivier, toi, avant l'émission, on jasait un peu, puis là, qu'est-ce que tu me disais que tu avais eu un problème? On est dans le temps des fêtes, là, on est au mois de décembre. Tu as eu un problème avec ta crèche? Ben oui, Qu'est-ce qui s'est passé? malencontreuse accident de déménagement. Hein? Maintenant, en étant relocalisé à Chicoutimi, il a bien fallu que je prenne mes pénates et que je vienne dans le royaume du Saguenay. Ben, figure-toi donc qu'il y a eu un petit imbroglio de boîte, là, puis pensant faire un feu de boîte vide, ben, j'ai fait brûler ma boîte qui contenait la crèche, la dite crèche. Ah. Fait que cette année, tout ce que j'avais comme crèche, ben, c'était un petit tas de plastique fondu. Fait que ça faisait drastiquement pas l'affaire. Fait que là, je me retrouve un peu là, avec un sapin, quelques cadeaux prêts à mettre sous le sapin, mais pas de crèche. Là, c'est assez problématique là, pour nous qui aimons avoir un sapin créché. C'est comme un cube biblique. On sapin. Ben, peut-être, je sais pas, peut-être qu'on pourrait peut-être. T'as-tu des figurines de Tintin à la maison? Ben là, c'est ça donne très bien là, qu'on fasse l'épisode ensemble parce que oui, là, j'ai bien évidemment, comme tout Bon, tintinophile, Ah ouais. oui, j'ai une vaste collection de figurines de Tintin. Fait que je me disais qu'on pourrait peut-être essayer de trouver des remplaçants aux personnages de la crèche là, pour me créer une petite tèche tintinoludique cette année sous le sapin. Mettons qu'on part que Jésus, c'est Tintin. Ben, C'est obligé? Ouais, ben, c'est comme le personnage central de l'histoire dans les deux cas. Ouais, mais. C'est le personnage ça, central de la crèche. Ouais, c'est ça, là. Là, là, faut penser différemment un peu, là. ben, Jésus, tout le monde est là à cause de Jésus dans la crèche, là. Ben, déjà, il est trop grand. Il rentrera jamais dans l'espèce de petit. Il est tout petit, Tintin. Dans le petit panier d'osier. Oh, oui, mais il est tout petit, mais il y a des limites, là. ouais, moi je pensais peut-être à un personnage plus jeune, peut-être pour. Ben, moi, je pensais à peut-être Zorino. Ouais. Zorino ou Quirino. On vous en Allez reparle. voir sur la page Allez voir. Facebook. Non, mais parce que, mettons, OK, là, mettons, j'extrapole, OK? Extrapole. Mettons qu'on veut. On veut donner, mettons, un peu de consistance à notre histoire de la création de l'histoire de Jésus. Tintinoludique. Mettons que je dis, Jésus, c'est Zorino. Qui ça pourrait être son père? Mais là, je me dis, bon, Joseph, c'est comme pas. Tu sais, son lien avec Jésus est semi-clair. Donc, je me dis, OK, Zorino, c'est Jésus. Marie, c'est la Castafiore, parce que c'est
clairement le Seul seul personnage personnage féminin. Ouais, c'est ça. Dans les Ça, deux cas, hein, aussi. Donc, c'est par défaut. si la Castafiore a eu Zorino, soit Dieu ou le père serait probablement sud-américain. Mais on voit dans un des albums que la Castafiore rencontre le général Alcazar. Ouais. Fait que je vais dire, moi, de ce que, comme les gens sur Internet disent, mon headcanon serait que, justement, la Castafiore et Alcazar auraient eu une liaison et que Zorino serait l'enfant de cette liaison. Ouais. J'adhère quand même à ça. Je n'étais pas convaincu dès le départ, mais j'adhère. Je trouve ça intéressant, mais moi, dans mon headcanon à moi, toute la séquence de la fuite en Égypte jusqu'à Bethléem pour se sauver du roi Hérode et de ses mauvais plans, là, c'est Tintin au Tibet, mais avec le thermostat crinqué dans le tapis. T'sais, on n'est pas dans le fret, on est dans le vraiment très, très chaud. Et dans le fond, Jésus n'est pas si important dans l'histoire. Là. C'est vraiment Marie et Joseph qui mènent le show. T'sais, Jésus, ils veulent le sauver. Dans ma tête, donc, dans la crèche, Jésus, ce serait Chang, le MacGuffin Ben oui, on le voit juste à la fin. qu'on voit juste à la fin, puis tout le monde est donc bien content de le voir. On peut éternuer. Jésus! Jésus aussi. Fait que Marie, ce serait Tintin, la vraie héroïne. Tania, tu vas être d'accord avec moi que la femme qui accouche, c'est vraiment elle qui mérite la grosse part du gâteau. Et Joseph, c'est le capitaine Haddock qui se ramasse pas mal malgré lui, mélangé dans cette aventure complètement rocambolesque d'aller traverser le désert pour aller accoucher dans une étable. Alors que c'est pas son sperme. C'est son genre de plan au capitaine Haddock, là. Moi, j'adhère pas mal à ce que vous dites. Je pense qu'on touche quelque chose avec notre Jésus, avec notre Marie. Moi, c'est mon Joseph que je n'étais pas convaincu. Je me disais, Joseph, finalement, là-dedans, c'est pas lui le père réellement de Jésus. Fait qu'on peut avoir une relation un peu plus platonique. Puis, Joseph était un charpentier. Fait qu'il construisait des choses. Puis là, je me disais, qui est bon de ses mains, puis qui serait correct avec une relation platonique avec Marie. Mais je me dis que le professeur Tournesol pourrait être aussi un bon Joseph. Ah, aussi, ouais. Il va pas passer la parade, il est bien content d'avoir un nouveau fils, puis peut-être lui construira-t-il un sous-marin en forme de requin. Ouais, comprend pas trop ce qui se passe aussi. Mais il va avec le go with the flow, comme on dit. Là. Ouais. Mm-hmm. Tout à fait. Ouais, c'est pas un mauvais choix, ben oui. Parce que moi aussi, j'avais Haddock justement dans l'idée que c'est le père qui se retrouve là un peu malgré lui. Ouais, c'est intéressant. On a, qui on a par ça? On aurait l'ange Gabriel, peut-être? Moi, je le voyais comme dans le professeur Tournesol, parce que c'est un peu lui qui apporte, sans dire la bonne nouvelle, mais c'est lui qui apporte des nouvelles, des fois, ou qui donne une idée là, d'aventure, ou qui donne une invention qui fait qu'on va quelque part, tu sais. Ah ouais, comme c'est bon, ça. Un élément déclencheur. Moi, j'avoue que pour l'ange Gabriel, je me suis fait un peu plaisir. Hein. Les anges sont des créatures de beauté et agréables. Là. Alors, j'ai choisi Michel. Génial. Même affaire. Les grands esprits se rencontrent. Bonne idée. Guillaume. Vous avez fait ça, les deux? Wow! Quand même. Moi, je suis allé quand même un peu dans le même album, dans le fond, dans la même série de 2 albums. C'est que moi, mon ange Gabriel, c'est Wolf. Wolf. Ah oui? Parce que l'ange Gabriel, donc, descend du ciel. Et donc, Wolf, il est littéralement dans le ciel. Donc, il ne peut que tomber du ciel. Donc, ça serait lui, mon ange Gabriel. Fait qu'à place de les anges dans nos campagnes, choix. c'est l'ange qui flotte à quelque part en haut de la stratosphère. Ouais, c'est ça. Tu sais, il est allé rejoindre justement le grand corps céleste. Donc, c'est ça. Hein, Qu'est-ce que tu dis là, le grand corps céleste? Je sais peut-être. J'espère. J'aimerais ça. On peut peut-être faire le bœuf et l'âne. Moi, encore une fois, j'ai réfléchi un peu au bœuf et à l'âne. Ça me prenait 2 personnages qui étaient un peu associés. Là. Je trouvais que c'était un duo, ces 2 personnages-là. Deux personnages. Lesquels? Non. Attends, je vois pas où est-ce que là, tu penses que je vais. Oh. Ça me prend des personnages un peu corpulents, qui respirent fort, pour qu'ils réchauffent le bébé Chang de leur souffle. Alors, j'ai choisi, dans le rôle du bœuf, le capitaine Haddock.
va de son haleine de Loch Lomond chauffer notre petit bébé. Puis son comparse, l'âne, j'ai choisi Alan Thompson, le célèbre contrebandier. Alan. Ouais. Thompson. Hein? Alan Thompson. Alan Thompson. Ah, c'est bon. Ben, moi, j'étais allé vraiment assez basic. Là. L'âne, c'est le lama. Et le bœuf, c'est le migou. Dans Tintin au Tibet. Ouais, ben, ouais, j'étais allé dans le classique aussi. J'étais allé avec Dupont et Dupont, mais attention, l'âne, c'est Dupont D, D pour Donkey. Puis le bœuf, c'est Dupont T, T pour T-Bone. Ben, moi aussi, je suis allée dans les animaux, mais moi, j'avais mis Milou dans l'âne parce que, ben, c'est ça, il est plus petit. Et j'avais mis le lama dans le bœuf parce que c'était un animal. Je suis allée beaucoup moins loin que vous autres. Le berger. Moi, c'est là que j'ai mis Tintin, le berger, parce que le Tintin avec le mouton qui est blanc. Donc, tu sais, le berger, il est un peu plus jeune. On le voit toujours un peu plus jeune avec son animal. Donc, Tintin avec Milou, le bœuf, et le berger et le mouton. Oui, tout à fait. Moi, je suis dans la même veine que toi, François. J'ai exactement ça aussi. Tintin pour le berger, puis plusieurs Milou pour les moutons. Ben, mettez-vous à la place de la personne qui accouche dans une étable. L'accouchement n'a pas dû être facile vraiment, là, t'sais. Accoucher dans les pires conditions sanitaires, là, quand à la place de t'éponger avec une débarbouillette, t'as juste une bouse de vache pour te sécher le front. Et là, tout d'un coup, il y a un berger qui sort de nulle part avec un truc de mouton qui arrive comme un suisse à la soupe. Le berger, c'est le pire casse-pied de l'histoire de l'humanité. Fait que je le donne en 1000. Le berger. Oh non! Ben oui. Séraphin Lampion. Et les moutons, c'est la famille Lampion au grand complet. Au grand complet. C'était bon. Il nous reste les trois rois mages. Gaspard, Balthazar et Melchior qui amènent les trois cadeaux. Bizarrement, c'est là que je mettais Dupont et Dupont. Et j'invente l'histoire que il y a aussi Dupont LT qui existe. Et ils sont 3 maintenant à arriver pour donner des cadeaux. Ah, c'est bon. De mon côté, j'ai quand même fait un petit peu de recherche. Là. Je suis allé sur les castings physiques là, de nos 3 rois mages là, qui sont un peu différents. Fait que Melchior, on dit que c'est un vieillard à barbe blanche. Fait que j'ai choisi pour Melchior Philippulus, le prophète dans l'étoile mystérieuse. Oui. Puis bien évidemment, comme cadeau, il apportait un gong et une prédiction navrante. Mais parce que forcément, il a suivi l'étoile mystérieuse pour se rendre à Bethléem. Tout à fait. Quelle autre étoile? Ben, il n'y en a pas d'autre. Il y en a une. Et elle est mystérieuse. Elle est mystérieuse, c'est que... Pour notre Gaspard, ben, c'est celui qui est un peu plus jeune. On dit qu'il est d'habitude imberbe, un peu basané. Là, je me suis cassé la tête un peu, mais finalement, je crois que ça nous prend quand même ce personnage dans la crèche. J'ai choisi Rastapopoulos pour le rôle de Gaspard. En plus, il pourra amener des cigares à toute la gang là, pour fêter la venue du petit bébé. Puis finalement, Balthazar est un mage qui est de couleur noire. Puis, comme vous savez, c'est pas la joie. Les personnages noirs dans Tintin, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont été assez développés, à mon avis. Ça me causait beaucoup de problèmes. J'ai dit, ce personnage-là est donc bien compliqué, il est donc bien casse-pied. Fait que j'ai choisi Séraphin Lampion pour notre dernier roi mage. Puis, bien évidemment, il apportait au petit bébé une police d'assurance-vie. Je pense qu'on va tout essayer de caser Séraphin Lampion. Ah, faudrait pas. Oui. Mais les rois mages en anglais, c'est The Three Wise Men. Fait que je peux aller sur le côté scientifique de la chose. Où est-ce que Balthazar... Melchior serait le professeur Tournesol. Balthazar, le professeur Bergamote. Et Gaspard est le professeur Calice, parce qu'on veut voir le professeur Calice rencontrer le Christ. Réunir le Calice et le Christ. Et comme cadeau, au lieu de l'ormire et l'encens, ce serait le pendule, le champignon rouge et blanc et la carte cadeau du Doulise. Moi, j'ai un peu juste casé des personnages un peu au hasard, là, mais qui
je pensais qu'il devrait se retrouver dans une crèche. Donc, pour Gaspard, j'avais Alcazar, étant donné que je l'avais déjà un peu avec la Castafiore, là, leur petite liaison. Donc, je me disais que peut-être ça pourrait causer un petit peu une petite tension dans la crèche, dans l'étable. Balthazar, j'avais Rastapopoulos, parce que je pense que ça prend Rastapopoulos. Oui. Évidemment, j'avais Séraphin Lampion, lui aussi, parce que je pense que ça le prenait. Puis, tu sais, les trois rois mages, tu sais, sont un peu... on dit que c'est des rois. Donc, c'est des rois, donc ils ont des beaux habits, puis tout ça. Puis, je pense que ces trois personnages-là... Ils ont quand même un certain sens du style à leur manière. Et comme cadeau, ils amènent les trois maquettes de la licorne. Ah. Voilà. Moi, j'ai pas dit mon cadeau tout à l'heure, mais Ouais. c'était évidemment le trésor de Rackham le Rouge. OK. Oh. Juste le globe trésor. à la fin. Ouais. Ça t'aide-tu, Olivier? As-tu moyen de faire de quoi? Oui, avec ça? écoute, Ouais. ça va faire beaucoup de matériel. Je vais réécouter l'épisode quand il va sortir, puis je vais construire ma crèche au son de nos douces voix. Tu nous enverras une photo. On va la mettre sur la page Facebook. Oui. Merci, François. C'est un plaisir. Justement, en parlant de page Facebook, si vous nous écoutez et vous voulez en savoir un petit peu plus sur nous, allez voir consulter les archives. On n'a pas seulement des épisodes de podcast, on a toutes sortes de choses tintinoludiques sur la page Facebook. C'est donc sur Facebook, GalerG2, vous nous cherchez sans problème. On est également sur Instagram. Et on a également notre hashtag MatraqueMolle qui a connu des meilleurs jours. Surtout depuis que Twitter est devenu autre chose et qu'on n'utilise plus vraiment le hashtag MatraqueMolle, peut-être juste sur Instagram. Donc ça va pas très bien pour le hashtag MatraqueMolle. Mais vous pouvez le faire revivre. Instagram, ça se peut. Ou même par courriel, envoyer un courriel avec le hashtag MatraqueMolle. Comme ça, on va savoir que... Ouais, Vous envoyer nous des parlez courriels. vraiment. Il y a sur Ouais, Threads c'est ça. aussi, mais il est comme rendu avec des hashtags, mais il n'y a plus de hashtag dans le hashtag. Fait que vous auriez juste l'air de dire Ouais, non, c'est ça. sorti de nulle part. C'est peut-être moins bien perçu par la population bien pensante. Ou sur TikTok. Ah, peut-être. Pourquoi pas? Ouais, hashtag MatraqueMolle sur TikTok, pourquoi pas? En tout cas, regardez ça entre vous autres, puis donnez-nous des nouvelles. Moi, François, je pense- je suis oui. un citoyen du monde, là, fait que j'ai je aussi, sais. j'ai aussi mis pied à terre du hashtag MatraqueMolle sur Blue Sky et Mastodon, deux Oh! clones Ok. de Twitter X. De Twitter. Pour l'instant, les loyers sont assez chers. Hein, ça prend même un code pour accéder là, au dit ciel bleu. Mais ça va bien. Les gens sont contents d'être là. Mais on a très peu d'abonnés au hashtag MatraqueMolle sur Blue Sky et Mastodon. Ah, c'est dommage. Écoutez, si vous êtes sur ces plateformes, n'hésitez pas à nous écrire. Olivier va faire un plaisir de répondre parce que c'est le seul d'entre nous qui est là-dessus. Donc, t'es officiellement délégué Le de répondant. GLRG2. Ouais, c'est ça, t'es le répondant. Parfait. J'invite les gens à venir me rejoindre là. On a du chai latte à toute heure du jour ou de la nuit. Écoute, je pense qu'on est prêt. On est prêt à parler de bande dessinée, qui est le sujet de notre podcast. Chacun des membres de l'équipe s'est trouvé une BD coup de cœur pour l'année et on en parle. Et à la fin, on va essayer de se trouver on va essayer de trouver des liens entre chacune de nos bandes dessinées. Donc, avec un petit quiz, le Bonio Quiz. On va donc découvrir chacune de nos BD coup de cœur. Et on pourrait commencer avec Tania. Et c'était donc bien excitant de savoir que Les pires moments de l'histoire, ce podcast incroyable, allait devenir une bande dessinée. Et là, c'est fait depuis déjà quelques semaines, paru chez Front Froid. Les pires moments de l'histoire, c'est un podcast de Charles Beauchesne. Il explique d'ailleurs dans la préface d'où ça vient, tout ça. Il a fait un spectacle il y a plusieurs années qui avait très, très bien fonctionné. Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes et il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas continuer à parler de ce qui allait mal dans le monde? Et il en a fait des balados. Et par la suite, il a fait aussi des chroniques à l'émission La soirée est encore jeune, avant que ça devienne la journée est encore jeune. Et on s'est dit, pourquoi pas prendre ces chroniques-là et les réutiliser parce que le texte a déjà été écrit et elle se retrouve dans cette BD-là qui s'appelle tout simplement Les pires moments de l'histoire. Je pense pas qu'on soit obligé d'avoir écouté le podcast pour la lire,
mais ça aide. Ça aide beaucoup parce qu'on a tous les référents et surtout, on a la narration dans la tête. C'est À incroyable. la voix, hein, on l'entend tellement. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. C'est la seule fois, je pense, que ça peut faire ça. Donc, peut-être pas la seule, mais si on écoutait beaucoup les podcasts de Charles Beauchesne, on entend sa façon de dire quand on lit. Et ça, c'est assez particulier. C'est assez rare qu'un livre peut nous faire ça. Au dessin, c'est Xavier Cadieux qui a eu la chance de dessiner les pires moments de l'histoire. Je dis la chance, là, parce que je suis quand même très fan du podcast. Et c'est lui qui nous avait fait La Pitoune et la Poutine, qui était une collaboration cette fois-ci avec Alexandre Fontaine-Rousseau. Il me semble qu'on en a parlé à l'émission. Oui, c'était même le Gogno d'or de cette année-là. Voilà. Donc, allez réécouter cet épisode-là pour en savoir plus. Et on retrace donc des pires moments de l'histoire, quelques-uns comme l'expédition perdue de Franklin, la grande inondation de Mélas de Boston, qui est très visuelle, donc ça tombe vraiment bien que ce soit en bande dessinée. Walt Disney aussi, on parle de l'imprimerie, on revient sur la peste noire. Donc, il y a vraiment plein de sujets comme ça. On passe du coq à l'âne en nous présentant tous ces sujets où ça va pas bien, on s'entend et ça va mal finir. Moi, sur le coup, je dois avouer que, j'étais vendue, mais j'étais un peu surprise par le dessin. Je le trouvais vraiment très, très chargé. Sur le coup, déjà que Charles Beauchesne est très verbeux et il y a comme déjà beaucoup de choses auxquelles porter attention avec les mots, avec le texte. Et je trouvais que le dessin, ça en rajoutait une couche. Là. J'étais un petit peu étourdie, mais tranquillement, je me suis habituée au flow et à regarder les dessins. C'est toujours important aussi hein, quand on lit de la bande dessinée, chose des fois que les gens font pas. Mais j'ai pris plaisir et chaque page couverture de chaque petite histoire est un peu comme une planche de bande dessinée. Donc, des fois, on reconnaît la police, on reconnaît de qui on parlait. Donc, il y a vraiment beaucoup de référents, il y a beaucoup de blagues. Les dessins sont drôles aussi. C'est vraiment bien fait. Moi, je suis heureuse que cet objet existe. Et Charles Beauchesne se retrouve partout. Donc, il est dessiné, il nous accompagne aussi. Je reviens sur le fait qu'on entend sa voix. Moi, ça m'a charmé. Ce procédé-là que le cerveau associé le texte à la voix, puis ça m'a vraiment plu. Je pense que c'est une bande dessinée que je vais relire. Et ça m'arrive pas si souvent que ça. Mais c'est un peu comme on ferait avec le podcast. Des fois, on a envie d'en réentendre un épisode. Mais je le ferai aussi avec cette bande dessinée-là. Parce que de toute façon, les pires moments de l'histoire, ça se réécoute très bien, là, même si on l'a déjà écouté une fois. Donc, c'est un peu la même chose avec la BD. Oui. Puis, je veux mentionner aussi que sur les textes, comme dans les podcasts, il y a une collaboration d'Audrey Rousseau et de François de Grandpré aussi, qui sont normalement les acolytes avec Charles Beauchesne sur ce grand succès de podcast. Est-ce que les détails intéressants et les détails dark sont calés comme dans le podcast? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a un ou deux, je pense. Et je me rappelle pas d'en avoir vu. Je pense qu'il y en a. En tout cas, il y en a peut-être un ou deux. En tout cas, mais comme c'était les chroniques, il n'y en avait pas vraiment, là, parce qu'il est fait live. Là. C'est dur de mettre de l'écho dans l'écrit. Justement, Tania, on parlait de détails dark. Le podcast comme tel, lui, est assez parfois, justement, horrible et horrifiant. Dans certains détails, la BD, elle, est-ce qu'on laisse traîner ça sur la table à café ou est-ce que c'est un peu difficile à voir parfois? Ben, le dessin n'est pas réaliste non plus, mais c'est sûr que quand on parle de la peste noire, puis des... comment ils s'appelaient pas les sanglants, là, mais ceux qui se... Ah oui, oui. C'est ça, des gens qui se fouettaient constamment. Les flagellants. Les flagellants, exactement. Donc, on montre les flagellants, là, des gens qui se flagellent avec des fouets, avec des clous à chaque bout. Donc, nécessairement, c'est pas très beau, là, c'est graphique, mais c'est un dessin qui est quand même, c'est ça, pas super réaliste. Donc, je pense pas qu'un enfant tombe là-dessus et fait « Oh mon Dieu, c'est tellement du sang graphique! » Il fait comme genre « Qu'est-ce qu'ils font les bonhommes? » OK, c'est comique. Oui, ça, c'est assez comique. Là. Oui, c'est comique. C'est comique. Xavier Cadieux a quand même une plume très, très, très gomme ballon un peu. Là, fait que ça doit quand même être Oui, les crêpes. Oui.
Oui, c'est ça. Puis ça vient un peu compenser là, pour les propos qui sont très dark. Ah, puis tu sais, c'est ça, le fait que justement, il y a, tu sais, chaque page, il y a tellement de dessins, puis d'informations, puis de détails. Tu sais, justement, tu sais, quand tu l'écoutes, ces chroniques ou ces épisodes, il y a tellement d'affaires qui se passent et tout va tout le temps mal. Donc, je trouve que c'était assez raccord d'avoir plein d'informations tout le temps. Je trouve que ça allait très bien avec l'atmosphère générale de la patente. Ouais, c'est vraiment une bonne adaptation. Là. Moi, je l'ai déjà lu et ça aurait pu être un de mes choix. Donc, excellent. Les pires moments d'histoire de Charles Beauchesne et compagnie et Xavier Cadieux. Et Olivier Morissette, toi, ta sélection? Oui. Ma bande dessinée, c'est une bande dessinée de Samuel Quentin. Hein, Samuel Quentin qu'on connaît pour d'autres BD qui ont connu, quand même, on peut le dire, un franc succès. Là. On peut penser aux 3 tomes de White Horse, mais aussi Ville et Misérable, qui sont, à mon avis, des BD remarquables et notables. Puis, Samuel Quentin nous revient avec cette BD un peu champ gauche. D'ailleurs, moi, je ne l'attendais pas, cette BD-là. Je l'ai reçue en cadeau récemment. Et c'est une merveilleuse découverte. Shérif Junior, de son sous-titre, il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel en poussière. Sorel sur poussière. Donc, qu'est-ce que c'est cette BD-là? Vous l'aurez déjà peut-être deviné. Hein? Shérif Junior, c'est bien évidemment une BD western. Donc, on se déplace dans un univers peuplé de cowboys, de traquenards et de saloons. Et on suit les aventures de Shérif Junior. Shérif Junior, ça semble être son nom, son prénom et son nom de famille. Ouais, c'est ça. En tout cas, tout le monde l'appelle Shérif, ce personnage, qui est, comme son nom l'indique, un shérif. Hein, il est le shérif de petit village de Sorel sur Poussière. C'est un jeune garçon de 11 ans qui est très droit, hein, qui fait respecter la loi dans sa chère ville de Sorel sur Poussière. Puis, il n'a peur de rien, il n'a vraiment pas froid aux yeux. On dit même dans les premières pages, là, c'est pas un spoiler, là, qu'il a vu sa mort, il a rêvé à sa mort. Fait qu'il sait précisément à quel moment il va mourir. Fait que lorsqu'il vit une situation difficile, il n'a jamais peur parce qu'il sait que c'est pas là que son dernier souffle sera poussé. Puis, on suit donc l'histoire de shérif là, qui se retrouve à voir un deal étrange là, entre 2 gangs de méchants, les frères Barjot et la gang des Thibodeaux, qui font un échange là, un peu étrange, parce que la gang des Thibodeaux, c'est le gang de la ville voisine, là, Joliette-en-Gravelle. Normalement, ces 2 gangs-là, c'est des ennemis mortels, mais là, font un échange. Puis, ça va mener là, notre shérif junior là, sur la piste de cette... c'est une enquête, en fait, là, sur cet échange étrange qui amènera là, déchéance et trouble sur la ville de Sorel sur Poussière. C'est un livre quand même intéressant puisque l'histoire comme telle, vous avez vu, c'est assez touffu. Ça se tient très bien, mais surtout très, très drôle. Hein, c'est un livre là, qui est truffé de farces et de blagues, qui vit dans l'espèce d'anachronisme là, assumé là, en tout temps. Là, fait qu'il y a beaucoup de lignes là-dedans, de liners là, qui sont très champ gauche, là, justement. Là, on se demande d'où ça vient. Puis les personnages vivent très bien avec ces citations-là là, assez modernes. Là. Soit qu'on n'en fait pas un cas ou qu'on accepte là, assez bien la blague. Là. Puis ça vient amener là, d'énormes fous rires. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas ri aussi fort et aussi fréquemment en lisant une BD. Et c'est une grosse BD en plus. Là. C'est une bonne brique. 400 quelques pages. Là, ouais. Oui, tout à fait. Dans le style donc, c'est ça, effectivement, assez touffu, l'histoire là, complète. Vous avez compris, là, en fait, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est déjà évident que c'est le tome 1, là. Fait que Samuel Quentin là, nous réserve déjà un tome 2, là, qui est même déjà nommé là, à la fin du tome 1, là, je pourrais vous le retrouver, là. L'Arbre au pistolet sera le nom du tome 2 de Shérif Junior. Puis c'est le style Samuel Quentin avec un dessin noir et blanc, là, cartoon, mais très, très efficace, là.
C'est agréable. Tout le monde a des sales gueules. Oui, les personnages affreux sont des vrais affreux. Ah oui, ils sont tellement laids. Mais c'est vraiment une grosse BD, puis on prend vraiment plaisir. Tu sais, des fois, on peut lire une bande dessinée en 45 minutes quand c'est un petit format là, franco-belge classique. Mais là, il faut la lire en plusieurs fois. Fait qu'on a hâte d'y retourner. Moi, ça aurait été pas mal aussi dans mes choix de l'année, cette bande dessinée-là, mais je te l'ai laissée, Oli, parce que je ne suis qu'une invitée. Moi, j'ai quelques observations sur Sheriff Junior. J'avais lu White Horse il n'y a pas si longtemps que ça. Et White Horse, j'avais trouvé ça. C'est une des rares BD où ça m'a fait ça. Où des fois, là, je pouvais prendre 3 semaines avant de relire parce que faut vraiment être dans un état d'esprit. Tu sais, les personnages de White Horse sont tous, pour la plupart, extrêmement désagréables. Et c'est une des rares BD que j'ai lues où il faut être vraiment dans un état d'esprit assez précis pour être capable de la lire, je trouvais. Puis White Horse aussi, c'est très, très long. C'est très bon, mais c'est ça, il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit. Des fois, tu commences à lire, puis après 2 pages, tu fais « Ah non, je suis pas capable. C'est pas aujourd'hui que je vais lire cette bande dessinée-là. » Donc, je la remettais un peu sur la tablette. Mais là, pour l'instant, de ce que j'ai lu de Sheriff Junior, c'est beaucoup plus très... on est plus un peu dans la déconnade. On est moins dans l'angoisse, on est moins... Même s'il y a encore, dans le même style que White Horse, de très, 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 très longues conversations. Et c'est des remises en question, là. Ouais, les personnages n'arrêtent pas de se remettre en question. C'est long. Mais c'est drôle. Mais c'est beaucoup plus drôle. Ben, White Horse, c'est drôle aussi. Mais ça, je trouvais on était beaucoup plus dans la déconnade puis dans la légèreté, là. À date, dans les 80 quelques pages que j'ai lues, j'ai beaucoup plus ri... franchement, que, mettons, à White Horse, où des fois, c'est assez grinçant. Là, je trouve ça, on est dans une certaine légèreté, dans la déconnade. J'ai bien aimé. Puis l'autre truc que j'avais remarqué de cette bande dessinée-là, c'est que, bon, le titre, c'est évidemment Sheriff Junior, et ça peut peut-être porter à confusion, parce que dans une grande chaîne de magasins, que je ne nommerai pas, de magasins où on vend surtout des livres, et dont la couleur principale est le jaune, c'est qu'elle était sur une table BD jeunesse. Hey boy! Et ce n'est absolument pas une BD jeunesse. Non. Ne vous laissez pas avoir par le titre. Je commençais à lire, puis je me faisais un peu l'observation. Je me disais, tu sais, Sheriff Junior, en plus, son cheval, c'est un cheval à bascule. Puis je me disais, est-ce que c'est un enfant qui s'imagine ça, tu sais, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté d'essayer d'imaginer c'était quoi un peu le sous-texte. Puis j'ai juste dit, c'est juste ça. Faut le prendre tel quel. C'est ça. C'est un petit shérif qui a un cheval à bascule, puis c'est tout. Et merveilleux le dialogue entre Sheriff Junior et son cheval à bascule, d'ailleurs, qui est, c'est un objet tout à fait inanimé. Il y a une relation quand même assez fusionnelle. Oui, Sheriff et Liberté, le nom de son cheval. Ben, je dis fusionnelle, mais c'est peut-être plus d'un bord que de l'autre, pour l'instant. C'est ça. Mais tu as raison de le souligner, François. Les codes là-dedans de cet univers-là sont comme complètement décalés, mais tout le monde vit avec. Hein, comme peut-être vous avez remarqué, hein, quand ils se tirent dessus ou avec des fusils, hein, ils tirent dans les fesses. Ça, c'est comme évident que c'est grave, puis qu'il n'y a pas de quartier quand on se tire dans les fesses. Mais mon Dieu, que c'est drôle. Là. C'est niaiseux. Tirer des fesses. C'est ça. C'est des fesses. D-I-N. Oui. Des fesses. Oui, Sheriff Junior, un autre excellent choix, qui aurait pu être également le mien, tout comme Tania. Mais donc, voilà, j'ai pas été assez rapide pour mettre mon ex sur les 2 premières BD, et j'ai porté mon choix plutôt sur une BD qui s'appelle Squire and Knight, du Canadien Scott Chandler. Et là, tout de suite, je vais désamorcer le titre. Non, ce n'est pas les aventures du bassiste de Yes, Chris Squire, et de la chanteuse Gladys Knight, qui enquête sur des crimes dans le milieu de la musique des années 70. Personne ne pensait ça, François. Quelle déception. Et soit dit en passant, si quelqu'un veut faire cette BD-là, je l'achète sur le champ. Personne ne veut faire ça, François. Arrête.
Écoute, je vais contribuer au Patreon ou au GoFundMe. Envoyez-moi le lien. Je veux lire cette bande dessinée-là. Donc, qu'est-ce que c'est Squire and Knight? C'est une BD jeunesse qui est parue au mois de septembre chez First Second. Et je ne sais pas si c'est comme ça souvent pour les BD jeunesse, mais elle est disponible en 2 formats. Donc, en format le BD jeunesse, là, un peu comme l'agent Jean ou Amulette, là, ou en format Pow Pow, on va dire. Et aussi en format donc BD standard, là, comme des albums de BD standard. Pour l'instant, elle est disponible seulement en anglais, mais je me suis informé directement à l'auteur. Et les droits en français sont chez Rue de Sèvres, donc ça devrait paraître éventuellement. Il ne m'a pas donné de date, mais donc ça devrait paraître en français à un moment donné. Donc, Scott Shanter, c'est un auteur canadien, donc qui habite présentement à Stratford, en Ontario. Il a déjà été en nomination pour plusieurs prix Eisner, entre autres, des Harvey Awards, des Joe Shuster Awards. Il y a déjà deux bandes dessinées qui ont été publiées en version française au Québec par La Pastèque, Deux Généraux et Bix. Vous avez peut-être entendu parler de cette BD-là. Je me souviens qu'on en avait parlé pas mal à l'époque. Je l'ai peut-être déjà vu en librairie. C'est une espèce de format horizontal bleu avec écrit Bix en très gros. Donc voilà. Moi, j'ai découvert pas mal, en tout cas un petit peu plus, avec son Battober. Vous connaissez peut-être Inktober. D'ailleurs, allez voir celui de Guillaume de cette année sur son Instagram. Oui. Cherchez Guillaume Plante sur Instagram. C'est excellent. Donc, il y a un Inktober. Il y a comme un sous-Inktober qui est juste sur Batman et qui s'appelle Battober. Et donc, je voyais passer ses publications sur Instagram. Ça fait quand même Battober, je voulais juste le dire. Ça fait Battober. Tout dépendamment de l'accent qu'on a, ça peut sonner étrange. Mais comme nous, on a l'accent qu'on a, ça sonne drôle. Donc ça, je voyais passer ses publications. Je suis là, c'est donc bien bon. Puis je suis allé voir un peu son profil. Et là, j'ai vu qu'il venait de publier cette bande dessinée-là, Squire and Knight. Je me la suis procurée et c'est mon choix pour ce soir. BD jeunesse, je vous dirais quand même, on va dire narrativement, au niveau de l'histoire, c'est très jeunesse, 8-12 ans. C'est une histoire assez simple. C'est l'histoire, en fait, d'un chevalier et de son écuyer. Il arrive dans un village qui s'appelle Bridgetown. Et là, toute la population se cache. Il y a un dragon qui menace la ville. Là, le chevalier qui s'appelle Sir Kelton, comme dans tous les bons chevaliers dans les histoires. Là, il voit ça comme une façon de devenir, de faire accroître sa renommée et de devenir un grand chevalier. Donc, lui, il part pour tuer le dragon. Mais là, son écuyer, le Squire en question, reste au village. Puis là, lui, à la place, il mène une enquête. Puis, il s'informe un peu à tout le monde. Il va voir le magicien du village, l'espèce de sorcier bibliothécaire. Il va voir un peu tout le monde. Puis, il mène une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans la ville. Et là, on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que, bien évidemment, les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Donc, c'est un récit, justement, un peu enquête, un peu genre un jeune Sherlock Holmes. C'est extrêmement sympathique. Je dirais que c'est charmant. C'est plaisant à lire. L'histoire très simple, mais visuellement, c'est très beau. C'est très beau. Le style de dessin me fait un peu penser... c'est un peu rétro, ça fait penser un peu à Darwin Cook, il y a un peu de Will Eisner, un style aussi des vieux Spirou. Donc, il y a quand même une influence BD européenne, franco-belge dans son style. Ah, c'est beau, hein, les couleurs. Oui. François, vas-y. Comme une palette limitée de couleurs quand même, là, mais c'est très vraiment. Je vais regarder quelques images, je ne l'ai pas lu, là, mais effectivement, c'est un style qui, moi aussi, m'accrocherait l'œil facilement. Là. Ouais, c'est ça, en noir et blanc et orange. Si vous avez lu, on en a parlé aussi à l'émission, Atom Agency, le style me fait un peu penser à ça, le style au niveau du dessin. Ça, c'est super dynamique, charmant, c'est une lecture, le fun. Et justement, Olivier, tu as des enfants. Moi, quand ça va sortir en français, je te recommande fortement de te le procurer pour eux, et même pour toi, parce que c'est vraiment le fun à lire. Si vous vous rappelez le vieux film de Disney, Merlin l'Enchanteur, il y a quand même il y a un rapprochement aussi avec ce film-là.
c'est intéressant aussi que justement que justement, le jeune héros, le jeune Squire, justement, lui, il y a un bon parallèle entre justement le héros, le grand chevalier, supposément grand chevalier, qui est vaniteux puis qui est égoïste. Puis son acolyte, justement, le Squire, qui lui analyse, il s'appuie sur des faits. Quand même des belles leçons à tirer de cette BD-là. Et c'est aussi le vieux principe narratif du jeune rusé qui résout le problème contre le héros un peu nono. Un peu comme dans Inspecteur Gadget. Ou si on a vu le film de Nice Guy, c'est un peu ce principe-là. C'est une belle BD. Si vous avez des enfants, puis même ça, si vous êtes juste un amateur de bande dessinée en général, je pense que ça peut se lire par n'importe qui. C'est pas le genre de BD jeunesse, des fois, qui s'adresse à un public plus vieux, puis des fois, comme des trucs comme Bone. Je pense que ça, au niveau de l'histoire, c'est quand même assez ciblé comme public, mais je pense que pour tout le reste, c'est une BD qui se lit très bien, puis belle découverte. En fait, tu évoquais de la BD jeunesse, là. Tu as parlé d'Amulette aussi, puis je pense que, tu sais, Lightfall, puis Space Bullet, là, tu sais, c'est des BD jeunesse, mais qui ont une histoire quand même intéressante, qui sont bien enrobées, qui ont des beaux styles, là, qui sont créatives, là. Ouais, moi, ça m'intéresse passablement ta suggestion. Je vais certainement y jeter un coup d'œil. Donc voilà, surveillez ça sur Rue de Sèvres éventuellement. Donc voilà, Squire and Knight de Scott Chandler. Et on termine avec Guillaume. Oui, à mon tour de vous présenter la bande dessinée Dessine bandée par Alex Lévesque. Je vais pas parler tout de suite de l'histoire parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais quand même parler un petit peu des coulisses de cet ouvrage. C'est drôle que Tania nous parlait des pires moments de l'histoire parce que la genèse des deux livres est quand même très similaire. Parce que les pires moments de l'histoire, c'était né quand Charles Beauchesne a comme pogné un creux dans sa carrière d'humoriste et il a décidé d'aller all-in sur les reconstitutions d'événements historiques et ça a fait boule de neige. C'est un peu la même chose qui s'est passé avec Alex Lévesque qui, en 2016, a décidé de quitter ses études. Il était au cégep à l'époque et il cherchait quoi faire et il s'est dit, gars, je vais faire de la bande dessinée. La seule affaire, c'est que le gars ne savait pas dessiner vraiment et il ne savait pas vraiment écrire des gags. Je pense que c'était un gars d'impro, fait que c'est quand même drôle, là, c'est pas de stress là-dessus. Mais pour ce qui est de faire de la bande dessinée, il était complètement néophyte et c'est quoi qu'on va voir au fil de la BD. C'est pas en ordre chronologique d'édition, mais on peut vraiment voir des différences stylistiques entre ses premières BD et ses BD plus récentes. Alors, il est quand même devenu viral assez rapidement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, avec ses bandes dessinées ultra minimalistes de 4 ou 5 cases. Avec ses personnages, c'est pas des bonhommes allumettes, mais c'est des bonhommes très, très, très rudimentaires, des têtes rondes avec des longs coups. Mais plus il a peaufiné son style, plus je trouve ça que c'est devenu vraiment intéressant ce qu'il fait. T'sais, son image de profil, c'est tout simplement 2 petits points puis une ligne qui font le visage de ses personnages. Et je trouve ça tellement efficace. Et pour ce qui est de ce que c'est Dessine bandé, il a fait à peu près 650 comic strips sur Internet qui ont bien sûr pas tous été publiés parce que ça aurait été un petit peu plus gros que Sheriff Junior. Ça a été publié cette année, en 2023, à la maison Nouvelle Adresse, que je pense que c'est une branche de Front Froid. Front Froid qui, on se le rappelle, a notamment fait Far Out, c'est l'avis unanime de ce podcast qui dit que c'est la bande dessinée qui ressemble le plus à Tintin de l'histoire. Il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ça. Je pense qu'on avait déterminé que c'était absolument pas le cas, mais bon, là, après ça... Ah, il y a des hérétiques. Fait que Dessine bandé, c'est quoi? Ben, c'est imaginer Garfield, mais que ce qui ne donne pas envie de te pitcher dans le feu. C'est une page, un gag. Ça tourne toujours justement autour de ces petits bonhommes aux chauves à tête ronde qui vivent des situations complètement invraisemblables, comme par exemple
quelqu'un qui se fait offrir un verre par la maison, mais c'est littéralement une maison, ou bien Jésus qui essaie d'arrêter de boire, ou la terre qui se trouve plate. Et c'est... J'essaie de qualifier l'humour, c'est pas extrêmement fin, mais c'est vraiment très drôle. S'il y en a qui connaissent, il y avait des animations sur Internet qui s'appellent ASDS par Tom Scott. C'est quand même très semblable, c'est très absurde. Des fois, ça va quand même un peu en bas de la ceinture, mais c'est pas si pire. Encore une fois, c'est un petit problème qui ressemblait à Sheriff Junior, qu'au Salon du Livre, il y a des jeunes mains qui avaient agrippé cet album-là. C'est peut-être pas vraiment approprié, mais les parents se rendent compte assez vite quand ils regardent la couverture arrière où est-ce qu'il y a une constellation en forme de pénis. On voit rapidement à quel public ça s'adresse. Mais ça s'appelle Dessine bandé. Ça s'appelle Dessine bandé. En partant. C'est le genre de bande dessinée qu'on laisse proche pour relire une fois de temps en temps puis rigoler une petite shot. Là. C'est pas égal. Il y en a qu'on voit venir, mais il y en a d'autres que c'est vraiment un gros rire franc garanti. Là. Peu importe qui vous êtes, je pense que vous allez avoir au moins 5 bons ha-ha bien sentis en lisant ces pages-là. Alors, Dessine bandé par Alex Lévesque. C'est ça, c'est le bon vieux comic strip avec le punch à la fin. Là, c'est tellement... Quand tu réussis ça, là, quand tu mets tout ce que tu as et tu essaies d'en faire des bons, là, ça peut tellement donner des résultats incroyables. Puis là, il joue là-dessus, parce qu'il y a plusieurs punchs qu'on voit venir à 100 000 à l'heure où est-ce qu'on s'en va. Il y en a d'autres que tu dis « Ah, on se dirige vers ça », mais finalement, il bifurque complètement à droite et on se rend compte que c'est pas en tout le gag qu'on s'attendait. Puis même des fois, c'est comme une double subversion où est-ce qu'on pense qu'on s'en va pas, où est-ce qu'on s'en va, mais finalement, on va où est-ce qu'on pense qu'on se rendait dès le début. C'est assez... ça fait saigner du nez. Il utilise le procédé du renversement. Mais c'est comme la tarte tatin, la tarte Tintin. Oui, c'est comme un Tintin caramélisé. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais même lui aussi, dans son style d'humour de stand-up et d'impro, je pense qu'il est beaucoup dans l'anti-humour aussi un peu, ou dans le un peu méta-humour. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut aller complètement à gauche du champ gauche. Là. Puis tu as fait un petit peu tu parlais qu'il flotte avec la viralité. Hein, puis je pense que récemment, il y a aussi, ça sera peut-être plus d'actualité par les gens l'écouteront, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu quand même une pub pour cette BD-là qui est quand même très drôle aussi. Une vidéo là, où est-ce que notre ami Alex là, annonce sa bande dessinée pour les fêtes. C'est assez drôle si vous avez la chance de la regarder sur les réseaux sociaux. On va sûrement la partager, ce qui serait logique de faire quand l'épisode sortira. Alors voilà, donc récapitulons nos coups de cœur pour cette année. Tania, c'est les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne avec Xavier Cadieux au dessin. Olivier, c'est Sheriff Junior de Samuel Quentin. Moi, c'est Squire and Knight de Scott Chandler et Guillaume. Dessine bandé de Alex Lévesque. C'est difficile des fois quand on fait des BD comme ça, un peu disparates. Nous, ce qu'on aime des fois, c'est un peu avoir, sans dire un consensus, on aime ça quand même avoir des points en commun entre les choses qu'on fait. On est habitué avec Tintin, justement, d'avoir accès à un univers quand même où tous les personnages reviennent, puis on a un peu des amis communs à chaque album. Mais là, comme ça, des BD disparates, comment on fait pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait les relier? Donc, on a une série de petites questions qu'on va répondre et on va essayer de voir est-ce qu'il peut y avoir des liens entre chacune de nos BD. On va commencer avec notre grand classique. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne? Moi, il y aurait pu quand même. Ouais, mais il n'y en a pas. Non. Ça aurait été pas mal si on avait eu un choix à faire. Probablement que ça aurait été celle-là. Là. Oui. Moi, on va dans une caverne, on va dans une mine de sel, une mine de craie, en fait, pardon, un peu dans l'histoire. Là, fait que ça, oui, il y a des gens dans une caverne. Il y a aussi une image
plus imagé là, de l'allégorie de la caverne. Il y a des gens qui sont sous l'influence de la drogue puis qui sont eux-mêmes un peu déconnectés du reste du monde. Mais ça, c'est des affaires que j'ai imaginées moi-même parce qu'il n'y a pas de mention directe, bien évidemment, de l'allégorie de la caverne dans Sheriff Junior. Moi non plus, mais il y a une caverne. Ben, une caverne, un tunnel. Il y a des ombres, tout ça. Mais non, je crois pas que c'est une référence directe, moi non plus. Non, dans Dessine bandé non plus, on voit des hommes des cavernes qui découvrent le feu, ce qui était comme le point de départ de l'allégorie de la caverne, mais c'est pas vraiment abordé comme tel. On voit un péteux d'éléphant à un moment donné, ce qui est un orifice très caverneux, mais sinon, non, on n'allégorise pas la caverne. C'est raté pour la première question. Peut-être, encore une fois, peut-être Tania, il y a peut-être des pistes de ton côté. Est-ce qu'il y a une citation ou du moins une référence à Marcel Proust? Il y aurait pu, mais il n'y en a pas. Oui. À 0 Ben à 2, non. puis pourtant, c'était la place. Ouais. Et j'ai eu espoir du début à la fin. Ben, dommage. Moi, de mon côté, non plus, pas de citation de Proust. Là, j'ai bien fouillé dans les livres là, si Proust avait dit « Je tire d'un fesses ». Mais non, c'est pas une de ses citations. Malheureusement. Mais en même temps, ça, des fois, dans des très, très, très longues conversations, peut-être qu'il y a des mots qui nous ont échappé. Ouais. Peut-être. Moi non plus, Ouais, j'ai c'est pas... ça. Dommage. Moi non plus. On aurait peut-être pu aussi faire référence dans le mien du fait que le dragon aurait peut-être mangé une madame qui s'appellerait Madeleine. Mais même pas. De toute façon, tout ça n'était que supercherie. Donc non, pas de Proust, moi non plus, à l'époque médiévale. Et à moins que du côté de chez Swan, les personnages disent à un moment donné, tenez votre cornet à saveur de poêle de poche, il n'y a pas non plus de référence à Proust dans des films bandés. Ben, je pense qu'on peut dire à 100% que c'est pas le cas. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas ça. Puis là, je l'ai pas lu. Mais écoute, je mets un 2 piastres qu'il n'y a pas ça. Encore une fois, on peut extrapoler. Ouais. C'est ça, j'irais jusqu'à 2 piastres. Première scène de meurtre, première scène de sexe. Hey, là, moi, c'était dur à démêler tout ça parce qu'il y en a des morts. Ah ouais, il y a toutes sortes de morts, des gens qui meurent de la peste, qui meurent dans la mélasse, qui meurent de toutes sortes de manières décapitées. Lequel est le pire, hein, d'ailleurs? Mourir dans la mélasse ou mourir de la peste? Ben, je sais pas, mais je suis allée avec les premiers morts, mettons. Puis, c'est comme pas un meurtre, mais ce serait comme tuer quelqu'un de mort. Dans la première histoire, c'est l'expédition perdue de Franklin, où des Britanniques essayaient de trouver le pôle Nord, en tout cas un chemin pour aller vers le Nord, en bateau, et ils finissaient tout le temps par être pris dans la glace et mourir glacés, et là, ils mangeaient les gens sur le bateau parce qu'il n'y avait plus de manger. Donc, c'est comme tuer quelqu'un qui était déjà mort. OK, oui, de mon côté, ben oui, hein, on est avec les cowboys, fait que il y en a du monde qui se tire dessus. D'ailleurs, on n'a pas 3 pages de faits là, dans le livre que déjà Sheriff Junior se fait tirer dessus. D'ailleurs, la balle ricoche étrangement sur son crâne. Ouais, un peu comme Tintin. Oui, un peu comme Tintin. Mais rassurez-vous, Sheriff Junior ne meurt pas à la 3e page du livre. Mais le pauvre monsieur Balfest, lui, mourra à la page 160 des mains du frère Martin Malin, qui lui mettra 8 balles dans les fesses. J'ai beaucoup le mot fesses, là, mais c'est ça qui arrive. Parce que je pense qu'on l'a évoqué, le fait que dans Sheriff Junior, on se tire des balles dans les fesses. Je pense qu'on l'a évoqué. Ouais. Mais écoute, c'est ça, c'est les faits. Hein? C'est que les faits disent ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu fais que relayer l'information qui t'a été donnée. C'est qu'un véhicule d'information. Puis, ben, il y a effectivement aussi du sexe dans tout ça. Il y aura une scène torride entre Pistachia et Jacobin. 2 personnages, là. Ça se passe à la page 105 pour les curieux. Puis, Pistachia. Oui. C'est fabuleux. Jacobin, qui est clairement l'auteur de la BD, qui est clairement oui, c'est ça. J'imagine.
Ouais, c'est l'ami de Sheriff Junior. Mais là aussi, c'est ça. Fait qu'on vit de meurtre et de sexe dans l'univers de Sorel sur poussière. Bon, mais moi, en tant que celui qui a lu la BD jeunesse pour les 8 à 12 ans, il y a très peu de sexe, je dirais pas du tout. J'irais jusque-là, j'irais jusqu'à dire pas du tout. Scène de meurtre, c'est bien sûr évoqué. On dit qu'il y a un dragon, évidemment, dans la ville et que tout le monde a peur du dragon et que le dragon aurait commis 1000 sévices. Mais je pense qu'il faut lire la bande dessinée pour voir que des fois, les apparences peuvent être trompeuses. Donc, je vais laisser ça là-dessus. Dans Dessin bandé, on voit un premier cadavre à la page 9, mais c'est pas nécessairement un meurtre en tant que tel. C'est un cadavre déjà fait. Première scène de sexe, ça, c'est sans aucune ambiguïté, c'est à la page 18. Pour ce qui est de la première mort volontaire, on fait exploser la Terre, page 41, et on voit une bibliothécaire gonner en page 66, mais ça n'a pas été... On voit pas le gonnage submentionné en personne. Fait que c'est à peu près le tracé sexuel et meurtrier de Dessin bandé. Hey, j'ai oublié que c'était la même question. Je pensais que ça en était deux différentes. Puis j'ai pas parlé de sexe dans ma BD, mais je l'ai pas retrouvée. Mais il me semble qu'il y en a une, mais j'ai regardé malheureusement le quiz après avoir lu la BD, puis là, mais j'ai l'impression d'avoir vu une scène de sexe dans ma bande dessinée. En même temps, donc voilà, oui, je suis revenu pour dire que Il n'y avait rien à dire. Ouais, exactement. J'ai fait ça. En même temps, s'il n'y en a pas, puis tu penses qu'il y en avait une, c'est pas grave. Hein? Je pense pas que personne va faire comme Tania a dit qu'il y avait du sexe, on va l'acheter. Je sais pas, je suis quand même pris au sérieux. Ouais, c'est vrai. T'sais, on donne la meilleure information possible à nos auditeurs. Exactement. Oh, exactement. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière? Moi, ce serait cher ami le pigeon. C'est dans la chronique du top 3, parce que Charles Beauchesne aime faire des tops, des animaux qui ont eu une influence sur la race humaine. Et il y a cher ami, ce pigeon qui, pendant la guerre, a livré des messages tout en étant blessé. Alors, un pigeon incroyable. Il a l'air vraiment hot, ce pigeon-là. Puis en plus, si je vais prendre une bière avec, ben d'après moi, il ne prendra pas, fait que je vais pouvoir boire son verre. Moi, de mon côté, il y a plusieurs personnages intéressants. Comme on l'a dit, les dialogues sont parfois longs. Hein, fait que les gens ont quelque chose à dire dans cette BD-là. J'ai hésité longtemps. Jacobin, peut-être. Sheriff Junior est un peu difficile à suivre parfois. Fait que je suis pas convaincu. Mais finalement, il boit du lait en plus. Ouais, tout à fait. Il boit pas d'alcool. Mais j'ai jeté mon dévolu sur Crou-Crou. Crou-Crou Pinson. Oui! Qui est en fait le nouveau nom de Johnny Thibodeau, le chef du gang qui a des perdu Thibodeau. son pari. Oui, qui s'appelle maintenant Crou-Crou Pinson. Écoute, pour plusieurs raisons, mais particulièrement son nom. J'irai prendre une bière avec Crou-Crou. Et aussi parce que c'est quelqu'un de parole. Oui. Tu sais, il a fait un pari, puis il assume que maintenant c'est Crou-Crou Pinson son nom. Moi, j'irais prendre une bière, certainement, avec le dragon dans Fire and Night. Un dragon qui est quand même un peu différent des dragons qu'on connaît d'habitude. Et de la façon dont il parle, dans ma tête, surtout comme c'est en anglais, j'imaginais que c'était comme si Owen Wilson parlait avec une voix très grave. Donc, on va dire Owen Wilson qui parlait comme Benedict Cumberbatch. Ah, quand même. Qui a déjà joué un dragon, lui aussi. Donc, ouais, le dragon. C'est à chaque fois qu'on voit Jésus dans une BD, ça va toujours être avec Jésus que je vais vouloir boire une bière. Et il y a Jésus dans Dessin bandé, qui est justement dans un bar. Fait que tout est dans tout. Toujours Jésus. Toujours. Il est déjà là. T'as juste à y aller. Ouais. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Ben, comme dans toutes les histoires, il n'y en a jamais assez. Et ceux qui écoutent le podcast de Charles Beauchesne, vous savez qu'il a d'ailleurs cette fameuse phrase « Une femme ?» comme si c'était toujours surprenant qu'une femme fasse quelque chose d'intéressant dans l'histoire. Ben, c'est à peu près ça, là. La plupart des histoires tournent autour de monsieur ou c'était dans le passé. Fait que c'était beaucoup des messieurs qui faisaient des affaires. Il y en a des femmes quand même, quelques-unes, mais ben, il y en a un peu moins. Mais en même temps, c'est les pires moments de l'histoire. Fait que c'est quand même correct
qu'il n'y en ait pas tant que ça. Ça me va pour une Ouais, fois. parce que Dieu sait que les femmes ont toujours été épargnées par l'histoire. Tout le temps. On s'en est bien sorti. De mon côté, il y a quand même quelques personnages féminins. On a parlé déjà de Pistachia, qui est la blonde de Jacobin. On a Madame Maud aussi, Anita. C'est des personnages intéressantes, là. Elles participent à l'histoire. Mais j'avoue que j'aurais pas haï ça d'avoir peut-être une chef de méchant ou j'ai manqué un personnage plus substantiel féminin pour me dire que la barre était passée. Mais les personnages qui nous sont présentés sont intéressants. Madame Maud est un personnage intéressant, je pense. Elle a un lourd passé qu'on découvre dans la BD. Mais il nous aurait pris, là, il manque un pas de plus pour me sentir satisfait. Ouais, dans Square and Knight, sans trop vouloir là, genrer les patentes, là, je dirais que c'est une BD jeunesse très petit garçon. Donc, garçon, 8-12 ans. Parce que c'est ça. C'est à peu près tous des personnages masculins. Il y a un personnage féminin un peu plus important. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment surtout une bande dessinée de garçons. On va dire ça comme ça. Ouais, Dessine bandée, je pense que ça a pris 400 ou 500 strips avant qu'Alex Lévesque puisse dessiner des filles dans son style, dans le sens du monde. Fait que c'est majoritairement des personnages masculins. Mais quelques femmes qu'on voit une fois de temps en temps, là, mais c'est ça, c'est une page, un gag. Alors, on peut un petit peu plus pardonner le manque d'égalité. C'est pas drôle quand même, là. Tu sais, on a 4 BD récentes de style complètement différent, puis il manque quand même de personnages féminins. Seigneur, on va tous s'en sortir. En même temps, on aurait pu prendre 4 autres, puis ça aurait été plus... Peut-être la même chose. Peut-être aussi, je sais pas, c'est vrai. L'année prochaine, on verra. On s'en sortira jamais. Ouais. Est-ce que tu trouves un parallèle avec ta propre vie? Ben non, j'espère pas d'ailleurs. C'est les pires moments de l'histoire. S'il fallait que ce soit ma vie, ce serait pénible. Ben, quoi que Tania, si je peux peut-être voir peut-être un lien avec toi, c'est que tu fais des chroniques. OK. Ouais. C'est ça. Ouais. Si on y va là, au niveau au quatrième... Du contenu. Ouais, niveau, moi je suis ouais, dans le ça. contenant. Ouais, Mais ok, effectivement, ouais. c'est vrai. J'essaye là, de trouver des affaires. OK, mais moi je veux pas qu'il y ait de parallèle. OK, c'est bon. Ben là, écoute, moi non plus, c'est difficile à tracer un parallèle quand même. Là. Je ne suis pas ni un chef de gang, ni un jeune shérif de 11 ans qui fait la loi dans son village. Mais écoute, ça me semble être un univers drôlatique que j'aimerais, que je n'irais pas visiter. Mais non, je vais à pied sans fusil, au contraire de notre ami Shérif Junior. Dans mon cas, peut-être. J'ai peut-être été porté des fois à me lancer dans des situations sans trop réfléchir, un peu comme le chevalier, le Sir Kelton. Mais contrairement, par exemple, au Squire, à l'écuyer, je pense pas être un très bon enquêteur. Je suis rarement celui qui voit venir les punchs dans les émissions de mystère. Donc, je pense que c'est très loin de moi, tout ça, malheureusement. De mon bord, Dessine bandée, c'est de l'humour nono. Et j'ai peut-être utilisé l'humour nono à 2 ou 3 reprises dans ma vie. Alors, je vois un lien. Ouais. Je pense que d'aucuns diraient que tu ne te trompes pas là-dessus, Guillaume. Ceux qui te connaissent, tu as manié la blague de ce genre à quelques Nous reprises maniâmes le dans ta nono. carrière. Est-ce que vous recommandez cette BD à ma mère? Ta mère! À ta mère, oui. À ma mère, oui. Oui, garde, à ma mère. OK. Non, mais à votre mère ou à vos mères, là, à des... Aux mères. Moi, comme d'habitude, non, particulièrement celle-là. Tu sais, pas parce que le texte n'est pas intéressant, mais je pense que le dessin est peut-être un peu trop chargé là, pour quelqu'un qui a jamais vu de bande dessinée. C'est peut-être dur de starter avec ça. Ouais. C'est comme, tiens, maman, cadeau. De mon côté, c'est une lecture agréable. Je verrais pas d'inconvénients, mais je pense qu'il faut être prêt à
à saisir le deuxième degré, voire le troisième degré. Il y a des codes à venir comprendre et assumer. Là, c'est pas très terre à terre, en fait, tout ça. Fait que je sais pas. Je dirais oui et non, mais peut-être plus non. Ceci dit, il y a sûrement des mères qui adorent les cowboys et tirer des fesses. Moi non plus, je pense que je ne recommanderais pas ça à ma mère, ni à vos mères. Je recommanderais ça à mes enfants, mais là, mon garçon est peut-être trop vieux. Puis ma fille, peut-être, ben oui, quand il sortira en français. Mais pas à ma mère. Absolument pas. Je pourrais le montrer à ma mère Dessin bandé, mais je pense qu'elle trouverait ça un peu insignifiant. Elle irait peut-être, remarque. Ça ratisse large. Et on va terminer ça avec une catégorie qu'on aime bien faire à chaque fois. L'accord BD breuvage. Qu'est-ce qu'on boit en lisant notre bande dessinée? J'ai essayé de penser à quelque chose qui était très, très vieux, là, genre une très vieille boisson, mais j'aimerais pas ça. Fait que je suis allée pour un Porto 20 ans d'âge, parce que j'aime le Porto, et parce que c'est 20 ans d'âge, donc c'est quelque chose qui est quand même mûri, ce qui fait que ça rejoignait le côté historique de la bande dessinée. Puis ça me fait plaisir de boire ça, en toute occasion. Ben, de mon côté, Shérif Junior est idéaliste, il est jeune, donc je me disais que ça prendrait peut-être une bière un peu funky, puis préférablement de la micro-brasserie québécoise là, la plus récente. Là. Fait qu'il y a quelque chose comme une sûre au pistache et au thym, là. Ben, ça existe-tu, ça? Écoute, Le pire, c'est que ça se peut. je ne l'espère pas, mais peut-être. Mais tu sais, je pense que ça accompagnerait bien cette lecture. C'est gros dans ma bouche. Dans mon cas, étant donné le contexte un peu fantastique médiéval, j'irais avec un drink qui inclurait les quatre seuls liquides qui pouvaient se boire à l'époque. Donc, on a de l'hydromel, on a du vin, de la bière et du lait. Donc, tout ça, brasser ça, des glaçons, un petit parasol. Merci, bonsoir. M'en donnerai des nouvelles. Dessin bandé, c'est une BD en noir et blanc avec l'humour un petit peu grossier. Alors, je suis pas allé très loin. J'ai pris un liquide blanc, un liquide noir, un liquide... On mélange les deux. Fait que c'est un bon vieux rum and coke, mais 50% rhum, 50% coke, bien mal dosé, là, pis pas de glace, là. Un rhum blanc cheap. Ça te met chaud d'ail tout de suite, là. Bon choix. Ben écoute, je pense que ça nous a permis de découvrir qu'il y avait quand même très peu de liens entre chacune de nos BD. Finalement, non. Et comme dirait Charles Beauchesne, s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que s'il n'y a rien de grave là-dedans et que l'important, c'est la lecture. N'est-ce pas? Hein? Acheter local et la lecture. Oui, acheter local. Puis on est quand même total québécois en majorité et canadiens en totalité. Donc, oui. Oui, on privilégie l'achat local. C'est très agréable de vous retrouver pour cet épisode, n'incluant pas les 12 épisodes sur la Bible qu'on a déjà fait. Malheureusement. Donc, pour les gens, ça fait longtemps qu'ils ne nous ont pas entendus, mais pour nous, on s'est parlé la semaine dernière. Là. Donc, on s'est chicané. Alors, c'était animé, là. Une boutique de l'apocalypse, là. Ouf! Ouais. On avait des opinions très divergentes. Il y a des blessures encore ouvertes. Merci, Tania, notre invitée spéciale, Tania Beaumont. Merci de t'être joint à nous pour cet épisode. Ben merci, vous m'invitez quand vous voulez. Je vais toujours être là. Puis merci, bien sûr, à nos collaborateurs, Guillaume Plante. Merci à vous tous. Et merci Olivier Morissette qui retourne évidemment prendre les commandes de la chaire de recherche en études de tintinoludique de l'Université du Québec à Beauceville à Chicoutimi. Merci les amis. Alors voilà, mon nom est François Anger. Si vous avez, vous, des coups de cœur de l'année 2023, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre page Facebook. On a bien sûr une publication pour présenter cet épisode de podcast. Donc, écrivez-nous vos suggestions de l'année 2023 sur cette publication et même ce que vous souhaitez voir en 2024. Alors, à bientôt et j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour un épisode de 2 = RG2.